Good morning, everyone. Good morning. Bonjour à tous. Commençons par quelques informations pratico-pratiques comme hier. Comme vous le savez, ou ne le savez pas, il y a 3 sorties d'urgence. Une sur ma droite, une sur ma gauche et une au fond de la salle. Ces sorties vous mènent vers le couloir et il y a des toilettes dans les couloirs. Il y a une pause café qui est prévue ainsi qu'un déjeuner. Pendant la pause café et pendant le déjeuner, vous aurez la possibilité, et nous vous incitons à le faire, d'aller voir les posters. J'aimerais vous rappeler d'éteindre votre téléphone mobile. Je sais que vous n'allez pas le faire, mais en tout cas, mettez-le au moins sur silencieux, s'il vous plaît. Il est interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons dans l'auditorium, uniquement de l'eau, s'il vous plaît. Et comme hier, nous avons un streaming en direct de cet événement et les gens qui nous suivent à distance peuvent poser des questions en utilisant Twitter. Il y a également une interprétation simultanée vers l'anglais et vers le français. Et si vous n'êtes pas bilingue, eh bien, je vous invite à prendre un casque, ce qui vous permettra de suivre l'ensemble de la conférence sans avoir besoin de vous déplacer. Quant à ceux qui utilisent des micros, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les éteindre quand vous ne les utilisez pas. Alors, MSF est une organisation fondée sur les valeurs et j'aimerais donc vous demander de respecter l'engagement de comportement que vous avez reçu par email ou que vous pouvez également consulter en ligne. Donc, une nouvelle fois, bienvenue à tous. Bienvenue également à ceux qui nous suivent à distance. À Kenema, par exemple, à Morovia. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Je vais présenter le premier conférencier de la journée. Nous allons commencer avec un PET Talk, les efforts pédiatriques en contexte humanitaire, relever un défi croissant en matière de santé globale. Alors, je vous demande d'accueillir Paul Wise. Paul Wise, il va parler de santé, de politique. Il est professeur de santé pédiatrique et il est également professeur de politique de santé à l'université Stanford, parmi tant d'autres choses. Ses plus récents travaux portent sur les réactions en matière de santé lors de la bataille de Mossoul en Irak, suite à la destruction de l'infrastructure au Yémen et les risques dans matière d'eau et de santé. Et je vous demande d'accueillir Paul Wise. Thank you. It's a privilege. Bonjour, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Les travailleurs qui sont avec les enfants en matière de santé sont toujours les derniers maillons d'une chaîne qui a échoué. Souvent, ils arrivent une fois que les liens de l'ordre social ont été détruits. Et il faut savoir que les résultats de ces tragédies arrivent bien souvent dans nos services et sur nos tables d'opération. Et ceux qui travaillent avec les enfants ont la responsabilité de leur fournir des services cliniques de grande qualité, des services qu'ils fournissent aux enfants, à ces familles dans le besoin. Ils ont également la possibilité et peut-être même le devoir de donner du sens à cette souffrance que nous voyons dans notre travail. Alors, notre suggestion aujourd'hui, c'est que la création d'un nouveau domaine
la pédiatrie humanitaire pourra mieux répondre aux exigences cliniques dans les zones de conflit, lorsque l'on parle d'enfants, et aussi dans d'autres zones où il y a des besoins humanitaires. Cela donnera aussi une forme de sens à leur souffrance, à leur mortalité, à leur morbidité. Lorsque l'on crée un nouveau domaine, il faut qu'un certain nombre de caractéristiques soient remplies. Et, selon moi, ces caractéristiques de la pédiatrie humanitaire doivent être distinctes de celles de la pédiatrie globale ou d'autres domaines d'expertise médicale. Bien entendu, il y a des points communs, des éléments de convergence, mais selon moi, ces éléments distincts, on peut les regrouper en différentes catégories. Il y a le domaine clinique tout d'abord. Les conséquences directes du conflit et des catastrophes, des traumatismes, les déplacements de personnes et les répercussions profondes en matière de santé mentale chez les enfants qui subissent le traumatisme émotionnel associé à ces expériences violentes, la destruction de leur logement, la violence ou même peut-être le décès des êtres chers. Il y a également les caractéristiques spécifiques pédiatriques que l'on peut voir, notamment lorsque l'on a affaire à des enfants soldats partout dans le monde. Il y a les effets associés à l'exposition aux bombes, aux balles, la mortalité, la morbidité. Il y a également les effets indirects. Les conséquences de la guerre, non pas via l'exposition directe aux bombes et aux balles, mais la destruction des bases même de la vie, la destruction de l'approvisionnement en nourriture, les problèmes de sanitation, d'eau, d'assainissement, la destruction des infrastructures et la disparition de certains éléments protecteurs de la vie communautaire. Nous connaissons certains de ces effets indirects. Il y a des données de la République démocratique du Congo et on voit la répartition de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans sur ce graphique. Et cela ressemble beaucoup à la répartition de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans les contextes où les ressources sont vraiment très très faibles. La différence, c'est que l'excès de mortalité est dû à l'augmentation de tous ces types de causes de mortalité, que ce soit la pneumonie, le palu, la mortalité néonatale et bien entendu les répercussions très graves d'une malnutrition exacerbée. Dans les zones de guerre et de conflit, eh bien, ces répercussions peuvent être permanentes, elles peuvent aussi connaître des vagues plus fortes et les services cliniques, à un certain moment, doivent pouvoir refléter l'épidémiologie des besoins de l'enfance. Et il faut se rappeler que la grande majorité de ces causes peuvent être évitées si on intervient maintenant. Le fardeau peut être allégé. Il y a également un autre élément dont j'aimerais parler. Et bien entendu, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais souvent, on l'oublie. La communauté qui se charge des enfants dans le monde, souvent l'oublie lorsqu'elle travaille dans des environnements qui ne sont pas sûrs. À savoir qu'il faut avoir une compréhension très approfondie du droit humanitaire international et des principes humanitaires fondamentaux dans ces contextes. Sur ce graphique, sur ce tableau,
on voit l'importance qu'ils revêtent. Vous avez ici les taux les plus élevés de mortalité dans différents pays du monde, les 20 principaux pays. Et vous voyez que ce sont des pays dans lesquels beaucoup d'entre vous avez travaillé ou travaillez encore. Et d'ailleurs, presque tous ces pays sont des pays dans lesquels il y a des conflits. Ces pays vivent, ou en tout cas dans certains endroits, des violences très très exacerbées, des conflits très violents. Et les taux de mortalité dans les pays à faibles ressources, dans lesquels il n'y a pas eu de conflit depuis 20 ans, eh bien, on voit que ces taux ne se sont pas améliorés parce que de plus en plus, les enfants sont directement impactés dans les zones de conflit. Et il faut comprendre ce que cela signifie lorsque l'on travaille dans ces zones de conflit. Et on a par exemple la bataille de Mossoul. Les forces de sécurité irakiennes, appuyées par la coalition américaine, ont détruit la ville entre l'automne 2016 et l'été 2017. La bataille a été redoutable, d'une brutalité incroyable. Et bien entendu, elle a eu des répercussions en termes de victimes dans la population civile. Et il a fallu mettre en place un système de traumatisme pour les populations civiles. Et il a fallu fournir des solutions pour aider les gens à réagir. Il a fallu pouvoir avoir accès aux victimes rapidement, les aider à avancer. Et donc, on a proposé de mettre du personnel médical sur les lignes de front. Ces gens étaient totalement au sein des forces irakiennes. MSF, l'ICRC a dit que ce serait une violation des droits humanitaires, de l'indépendance, de la neutralité. Et l'OMS a dit on doit sauver des vies. C'est le principe d'humanité. Et la seule façon de protéger les gens, c'est de les intégrer aux forces irakiennes, de les intégrer à ces forces-là, à ces gens-là, les commandos d'élite qui menaient la charge à Mossoul. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont trouvé des groupes médicaux qui étaient partants, qui étaient prêts à travailler au sein des forces irakiennes sans écouter MSF ou d'autres groupes humanitaires. Et ils ont travaillé près de la ligne de front dans des points de stabilisation des traumatismes. Ils ont sauvé des vies. Mais ils ont également contaminé l'espace humanitaire en violant la notion de neutralité et d'indépendance. Et ce qui est ressorti de l'évaluation de cette réaction au Moghul, c'est que ces groupes, on les voit ici sur la photo, avaient très peu de formation en matière de principes de guerre. Et ils auraient peut-être dû être davantage sensibilisés aux questions et non pas se présenter comme travaillons directement avec les forces de sécurité, parce que cela les a énormément exposés et cela a remis en question la neutralité et l'indépendance de MSF et d'autres groupes humanitaires qui travaillaient dans la région. L'idée était que le droit humanitaire et les principes humanitaires sont indispensables. Ils doivent être respectés si on veut fournir de l'aide humanitaire aux enfants. J'aimerais également vous parler d'un dernier point, à savoir le fardeau du fait d'avoir été témoin. Être neutre et interdépendant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas conscient des atrocités, qu'on les ignore, qu'on n'est pas conscient de la violation de la justice sociale. Et il y a cette nécessité
d'être témoins. En 1937, les forces aériennes allemandes et espagnoles, afin de répondre à l'exigence fasciste espagnole, ont bombardé la ville de Guernica. Vous avez ici un tableau de Picasso qui représente les conséquences de ce bombardement. Et ça a été un véritable tournant dans la façon dont on menait la guerre. C'est pour la première fois un bombardement a rasé une ville, pas avec l'intention de détruire une cible militaire, mais avec pour objectif de détruire la population civile et de la démoraliser, afin que ces civils cessent de soutenir les forces républicaines. Et c'était finalement un avant-goût de ce qui allait se passer par la suite. Notre suggestion est que les soins cliniques, l'innovation, c'est ça dont on parle. Les affiches, les présentations portent sur l'innovation clinique, portent sur les découvertes cliniques. Mais, selon nous, il faut aussi que la pédiatrie humanitaire crée davantage de cohérence, une force collective plus puissante, afin que l'on reconnaisse ces efforts de façon plus large. Donc, il s'agit vraiment de faire preuve de cohérence, de consensus. Et pour atteindre ce consensus, eh bien, nous créerons en même temps davantage de solidarité. La solidarité, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve, que l'on découvre, c'est quelque chose que l'on crée, que l'on façonne. Et donc, je pense que lorsque l'on met en place des services cliniques, il faut bien avoir à l'esprit que la pédiatrie humanitaire peut répondre aux besoins des gens qui comptent le plus pour nous. Et cela me rappelle une image, un groupe de chercheurs qui étudiaient, observaient et enregistraient les mouvements d'une troupe de danseurs, mais ils étaient derrière une vitre et ils pouvaient enregistrer chaque geste, chaque mouvement. Néanmoins, ils n'entendaient pas la musique. Ce que l'on peut améliorer, c'est décrire la zone d'interaction et parler de l'exercice du pouvoir. Vous entendez la musique et tout comme Picasso, nous pouvons être les témoins. Et nous pouvons également parler haut et fort pour nous assurer que les souffrances dont nous sommes témoins puissent être décrites et en parlant le langage du cœur. Merci. Thank you, Paul Wise. Merci, Paul Wise. Alors, je pense que c'était la meilleure façon possible de présenter le sujet suivant. Mais avant qu'on passe au sujet suivant, je vais demander aux gens s'ils ont des questions. Anne ? Merci. Écoutez, vraiment, c'était formidable. Pédiatrie humanitaire, j'aime beaucoup cette expression. 8 millions des 29 millions d'enfants qui ne sont pas vaccinés dans le monde vivent dans des pays à la situation fragile. Et ce pourcentage va augmenter. Il y aura peut-être 60% d'enfants non vaccinés en 2030. Et j'espère vraiment que lorsque vous allez lancer ce domaine de pédiatrie humanitaire, j'espère vraiment que la vaccination sera une partie essentielle des efforts. Parce que vous avez parlé des mesures de prévention, mais je pense qu'on ne réussit pas vraiment à faire ce que l'on devrait faire. Et je demande vraiment à tous les gens de cette salle de trouver des façons vraiment innovantes pour vacciner davantage d'enfants dans ce nouveau secteur, ce nouveau champ. You raised an important point beyond immunization per se. L'intervenant parle sans micro. Puts new burdens
It was, thank you, it was the military's evidence Alors, that c'était moving forward, stabilizing patients quickly une, saves une lives évidence que that placed agir rapidement et on stabiliser humanitarian provision. les patients rapidement, ça permettait de sauver des vies. As efficacy grows, Et so too does the alors, burden on on devient society de plus en plus efficace, mais to hold those in need. dans le même temps, More and more la société se sent de plus en plus obligée de fournir des soins aux gens qui en ont besoin. Donc il faut mettre en place des mécanismes. La mort d'un enfant, c'est toujours une tragédie. Mais la mort d'un enfant, alors qu'on aurait pu l'éviter, c'est toujours injuste. Et c'est de cette façon que l'efficacité clinique, l'innovation technique peuvent répondre à ces enjeux de justice. Donc je serai le premier à agir pour vacciner des enfants. Mais je sais également qu'il faut faire attention à la nature changeante de la situation et être réactif. Hello, thank you very much for this presentation. Merci beaucoup pour cette présentation, Christiane Irvine. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette expression pédiatrie humanitaire ne sera pas finalement détournée par les gens sur la photo. Parce que santé globale, qu'est-ce que c'est finalement? On ne sait pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette question de pédiatrie humanitaire sera vraiment ce que vous avez décrit? Mais écoutez, j'avais 12 minutes. Alors bon, forcément, j'étais un peu limitée dans ma description. Et je ne peux pas vous dire tout ce dont Judy Klog et Marie Poffry ont parlé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à vous d'être les leaders de ces travaux. La pédiatrie de MSF, eh bien, c'est là qu'on trouvera la plupart des forces, non pas seulement pour identifier ce nouveau domaine, mais aussi pour s'assurer que nous respectons vraiment nos valeurs fondamentales pour atteindre nos objectifs, afin d'être fiers de ce que nous faisons. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai été impliquée dans la création d'un nouveau domaine un peu plus dans ma carrière. J'étais chef des services d'urgence à l'hôpital pour enfants de Boston. À l'époque, il n'y avait pas de service d'urgence pédiatrique ou même de médecine d'urgence pédiatrique. Et nous avions les mêmes préoccupations à l'époque. Et là, c'est un peu différent. Et je pense que la portée peut être encore plus forte, plus grande. Et il y a énormément d'aspects politiques, bien entendu. Donc il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous ayons ces aspects à l'esprit. Il faut que nous mettions en place un élan de solidarité. Une solidarité qui, je pense, n'existe pas, même au sein de MSF. Mais nous avons l'opportunité de le faire. C'est même une nécessité. Et je pense que cela est tellement frappant. Alors, merci beaucoup, Paul Wise. Cette conversation était vraiment fort intéressante. Nous devons malheureusement nous arrêter maintenant. Et si vous souhaitez en parler davantage, on pourrait le faire pendant la pause café. J'ai maintenant le plaisir de présenter l'intervenant suivant. Que signifie la protection à MSF? Nous allons parler de protection des enfants dans les situations de catastrophes naturelles, situations d'urgence. Et je vais demander à Rabia Ben Ali, conseiller juridique chez MSF, plus spécifiquement en matière de droit international et de droit des enfants. Bienvenue à Rabia. Okay. Good morning, everyone. Bonjour. J'aimerais remercier les organisateurs de ces journées pédiatriques qui ont organisé une session sur la protection des enfants. C'est un sujet qui est vraiment important lorsque l'on est praticien. Les équipes sur le terrain sont confrontées à un grand nombre de dilemmes au quotidien lorsque l'on parle de protection des enfants de manière générale. Il est donc important qu'MSF façonne, dessine son rôle, le définisse.
notamment si l'on est amené à travailler de plus en plus dans des zones de conflit et que l'on doit prendre en charge des victimes de violences. L'an dernier, MSF Espagne a réalisé une cartographie de cette protection. Ils ont interrogé des personnels clés dans 23 missions. Et le résultat de cet exercice a été que les gens interviewés voulaient faire plus pour les patients de manière individuelle, à titre personnel, mais souvent ils n'avaient pas non plus une définition claire de leur rôle ou du rôle de la mission ou de qui au siège pouvait les aider à mettre en place une réaction, une réponse appropriée. Et on a demandé des recommandations, davantage de recommandations et une définition claire de ce qu'on entend par protection, quel est le champ d'application et quelles sont les limites également. C'est aussi une question qu'on nous pose souvent. Donc nous faisons déjà beaucoup en matière de gestion de cas individuels. Mais souvent, c'est une solution sur le moment. Et elle dépend aussi de la personne qui participe à la mission. Et les demandes de soutien que j'ai entendues portaient aussi sur un soutien juridique. Donc, quelle est ma responsabilité juridique? Quelles sont les obligations, les responsabilités de mes. Donc, aujourd'hui, nous avons deux parties. La première partie portera sur les questions de protection qui sont directement liées aux soins médicaux reçus. Nous avons des patients qui auraient vraiment besoin d'être protégés et ce besoin de protection est directement lié à la raison pour laquelle ils viennent consulter. Il s'agit de santé mentale ou de violence qu'ils subissent. Donc nous essayons d'appuyer les missions en leur fournissant des outils, en leur expliquant comment intervenir dans l'intérêt de l'enfant. Mais quel est l'intérêt suprême de l'enfant? Donc, nous élaborons des recommandations. Il s'agit de garantir la confidentialité de l'enfant. Nous travaillons aussi sur recommandations et nous nous assurons également que les enfants sortent de nos services en étant en sécurité. Donc, nous travaillons avec des partenaires et nous essayons de mettre en place ce qu'il faut. La deuxième partie de la session de ce matin est plus large. Il s'agit davantage de la protection des enfants au-delà des soins médicaux qui sont prodigués. Sommes-nous suffisamment conscients des problèmes en matière de protection de l'enfance dans les communautés dans lesquelles nous sommes présents? Et quel changement devrions-nous apporter dans la façon dont nous travaillons avec les populations? Est-ce que l'on doit être conscient des mineurs non accompagnés ou des mineurs qui dirigent des unités familiales? Qu'en est-il des enfants qui sont enrôlés dans des forces armées? Et nous aurons également deux présentations sur le rôle que pourrait jouer MSF et également des conseils fournis par des experts sur ces différents sujets. Je vais donc maintenant donner la parole à ma collègue Angie Carrascal, qui est la personne de référence concernant les questions sexuelles CMSF dans les projets MSF. Et elle va nous parler de la violence à l'encontre des enfants et des violences sexuelles notamment. We're having in the field. Challenges, actually, I could speak the 2 days here about the situation that we are facing in the field, but it's also very important and nice to have this opportunity today to have the experts, to have people with different backgrounds that can bring on brainstorm when we are having the discussions at the plenary. So before talking to you about some of the cases that we are Avant de vous parler des difficultés du terrain, j'aimerais exposer quelques informations statistiques que nous avons recueillies à OGBA. Je m'occupe de la violence sexuelle pour MSF Espagne. Nous avons traité quasiment 5000 patients l'année passée. Ces chiffres augmentent probablement parce qu'on identifie mieux les patients. Les équipes ont différentes stratégies qui ont été mises en œuvre dans différents contextes et pour travailler aussi auprès des populations déplacées.
Et c'est en fait le terrain qui nous remonte toutes ces données. Et la majorité des cas sont des cas de femmes, mais il faut améliorer notre approche pour les patients masculins. Pour l'année passée, 60% des patients étaient des adultes et 40% avaient moins de 18 ans. Donc, c'est une cohorte de patients importante. Et il y a différentes manières de les prendre en charge. Il y a la protection, il y a la question de leur vulnérabilité. Ce n'est pas uniquement l'aide médicale que nous leur apportons. Il y a aussi toutes les questions de protection. Alors, la liste des interventions, nous voulons prévenir le VIH, une vaccination hépatite. On veut leur offrir la possibilité d'accéder au planning familial et éviter la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Et on a donc un ensemble de soins médicaux complets. Mais il y a aussi les interventions côté santé mentale qui est également importante. On n'a pas toujours des psychologues sur le terrain, mais on a quelques conseillers et parfois il est possible de recommander les patients sur un autre site de santé secondaire. Voilà ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous. Ce sont quelques cas. C'est un cas que j'ai vu dans un pays africain. Une mineure s'est présentée à la clinique. Elle voulait savoir si elle était toujours vierge. Elle était accompagnée par la police et l'officier de police voulait rentrer dans la salle de consultation et voir comment cette intervention était réalisée et pour savoir si elle était effectivement vierge ou pas. Et comme je l'ai expliqué, dans notre protocole, la prévention et le traitement sont importants, mais les équipes sont confrontées à des difficultés. Elles doivent non seulement dialoguer avec le patient et sa famille, mais aussi, dans ce cas, avec les officiers de police. Autre cas, merci. Autre cas qui concerne le traitement holistique des patients. Une autre jeune fille mineure est venue nous voir avec sa mère et elle voulait savoir si elle avait été victime d'abus sexuels. Il y avait des traces de sang sur ses sous-vêtements et donc nous avons discuté avec elle et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait effectivement un problème. Nous avons conseillé aussi la mère puisqu'il fallait aussi conseiller la mère et nous avons essayé de prendre en compte tout son environnement familial et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit frère qui avait besoin d'être aidé et la mère est revenue avec le petit frère et au cours de la consultation, on s'est rendu compte que le petit frère était aussi victime d'abus sexuels. Donc ce n'est pas uniquement le patient qui se présente à la consultation qui doit être pris en compte, c'est en fait toute la famille, tout l'environnement. Et c'est toujours facile à dire, le protocole est là, voici les traitements, mais en fait, chaque cas requiert une prise en compte particulière sur le terrain. Nous avons aussi des cas avec des implications en termes de sécurité. Nous avons eu une adolescente d'environ 12 ans qui était victime d'un mariage forcé. Elle est venue aux urgences et on pense qu'elle a voulu se suicider. Nous l'avons écoutée, nous avons essayé de l'aider, de la réconforter, mais comme vous savez, les mesures de protection ne sont pas toujours très étoffées. Nous avons essayé de la protéger, elle, et de voir quelles étaient les meilleures solutions pour elle. Et au bout du compte, elle et sa mère se sont rendus compte qu'elle pouvait aller ailleurs. Une autre organisation s'est occupée de transférer cette mère et sa jeune fille ailleurs. Donc il n'y a pas que le chapitre médical qui nous concerne. Je suis très heureuse que nous ayons ce débat aujourd'hui parce que
Les interventions sont de diverses natures en fonction des terrains. Et comme je vous l'ai dit, je pourrais passer 2 journées à vous parler des interventions. On travaille avec le ministère de la Santé. Parfois, il est difficile d'accéder aux patients. Parfois, ces interventions ne sont que ponctuelles et c'est donc pas facile pour le terrain. Et comme je le disais, il faut un environnement chaleureux et confortable pour accueillir les patients. Nous travaillons dans des tentes, donc ce n'est pas toujours très facile. Donc on essaye malgré tout de créer ces environnements. Et il y a des outils qui ont été développés par MSF avec le protocole qui est en cours de mise à jour actuellement. Il y a des formations continues et nous essayons de développer davantage les modules pédiatrie. J'espère qu'ils seront utiles à l'avenir. Avant de conclure, puisque je n'ai que 7 minutes, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui et j'aimerais rappeler qu'il est important d'avoir une approche holistique et pas uniquement être en consultation avec le patient. C'est pas uniquement les médicaments, c'est l'environnement, c'est la famille, c'est le plaidoyer. Et c'est aussi essayer de voir comment on peut mieux travailler pour eux. Merci beaucoup. So now we have a couple of minutes for questions, if anyone has. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à Angie? Je sais que j'ai parlé vite, dit-elle. Hi. Bonjour. C'est dommage que ton exposé était si brève parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de lacunes. Ma question concerne la prévention. Que fait MSF Espagne en la matière? Et je crois que dans le cas des adolescents, il y a quelque chose d'important, c'est que la violence est souvent oubliée. Et j'ai aussi une question au sujet du sexe transactionnel. Que se passe-t-il quand vous avez affaire à des adolescents qui sont travailleurs du sexe? Selon vous, comment devez-vous traiter ces cas? Very beautiful questions. So prevention. Très belle question. Alors la prévention, effectivement, c'est quelque chose que nous devons étudier davantage. Dans certains contextes, on essaye d'abord de mieux comprendre le contexte. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas que la partie médicale. Il faut mieux comprendre la population locale, quels sont les mécanismes à l'œuvre, quelles sont les dynamiques. Il faut essayer de voir s'il y a un confort pour les populations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des abris, est-ce qu'il y a de l'éclairage, est-ce que les gens doivent marcher de nuit pour aller chercher du bois de chauffe, etc. Tous les contextes sont différents. Pour la deuxième question, en ce qui concerne les transactions, c'est une fois encore au cas par cas. On analyse le terrain, on transmet des informations. On essaye de voir quelle est la maturité de ces adolescents. On a un test de maturité, mais en général, on traite ces questions-là au cas par cas. Merci beaucoup. J'aimerais souligner ce que tu as dit. J'aimerais parler du Congo Kasaï. En 2018, nous avons vu plus de 2000 cas de violences sexuelles, avec beaucoup de mineurs, des petits de moins de 5 ans. Et le créneau d'arrivée, c'est que 40% d'entre eux arrivent entre 3 et 6 mois après l'événement. Et donc, tout ce qui est prévention, vaccination, administration des médicaments est inutile. Et peut-être que la seule chose que l'on peut faire, c'est la prévention, mais on est trop limité, on est tous confrontés à des dilemmes. Donc, on essaye de travailler avec d'autres acteurs sur le terrain, avec le CICR et d'autres ONG qui travaillent sur la protection de l'enfance. Il est très important que
Nous travaillons davantage sur ce point-là parce qu'en plus, il y a la question effectivement de l'accès et de la sécurité. On ne maîtrise pas le moment auquel les victimes vont se présenter à nos consultations. Donc, on ne peut pas uniquement mettre l'accent sur l'aspect curatif. Il faut aussi qu'on mette l'accent sur la prévention. Nous allons garder les autres questions pour la table ronde tout à l'heure. Nous allons passer à l'exposé suivant. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter maintenant Deborah Hodds. Deborah est pédiatre au Royaume-Uni et elle travaille à la rédaction de protocoles au sein du NHS pour la protection de l'enfance. Et elle va nous parler des compétences requises pour identifier et repérer les cas d'abus et de sévices sur les enfants. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'étais très honorée, surtout que je n'ai jamais travaillé dans les contextes que vous avez évoqués. Alors, j'ai demandé à certains de mes collègues de m'aider pour essayer d'identifier ce qui pourrait être utile pour vous et qui a marché avec MSF. J'aimerais parler de certains points. Je ne vais pas rendre justice à mon titre en si peu de temps, mais j'aimerais évoquer certains points de réflexion qui ont déjà été évoqués, les compétences, comment l'envisager dans différents contextes culturels, quelques mots sur les mutilations génitales des jeunes filles. Et, comme on vient de l'entendre, il faut tenir compte du contexte. Et même si je comprends que vos contextes peuvent être très divers et que vous êtes souvent dans des situations d'urgence, il est important d'identifier certains paramètres pour savoir ce qui se passe autour de vous. Alors, un enfant qui est mal nourri, parfois, les mères ont des difficultés à nourrir leurs enfants et à les allaiter. Donc, tous les aspects sont importants. On a parlé des enfants, il y a le contexte familial, l'environnement. Est-ce que c'est sûr? Au Royaume-Uni, on pense beaucoup à la sécurité des enfants qui sont pris dans des gangs. Et parfois, par exemple, c'est les jeunes filles qui doivent aller seules de nuit aller chercher de l'eau qui risque d'être violée. Le contexte institutionnel est très important. MSF pense beaucoup à ces questions-là, mais en tant qu'individu, vous devez considérer votre corps professionnel. Si vous êtes pédiatre au Royal College, nous avons des recommandations. Et puis, il y a l'attitude de la société. La société, comment réagit-elle en cas en ce qui concerne la législation, le droit des femmes et les droits des enfants? Les abus aux enfants sont très complexes. En fait, c'est une question de santé publique, comme le montre cette affiche. La violence contre les enfants et les enquêtes portant sur cette question montrent qu'il y a à peu près 1 milliard d'enfants de moins de 18 ans qui ont signalé une forme d'abus, de sévices physiques ou sexuels. Et je pense qu'il est important que vous, en tant que médecin, reconnaissiez et réagissiez à ces cas, de les signaler et qu'il faut qu'il y ait une réponse positive dans les 3 cas qui viennent d'être évoqués. Ils sont très importants pour le cas, même si vous savez que dans le contexte où vous êtes, vous ne pouvez pas protéger davantage les enfants comme on l'a vu tout à l'heure. L'aspect culturel est important et moi, j'utilise la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant dans mes travaux, dans des contextes multiculturels comme à Londres. Souvent, on me dit c'est ce qu'on fait dans notre culture, mais est-ce que c'est effectivement ce qui se fait dans leur culture? Souvent, c'est hors la culture. Et alors, je leur demande, est-ce que c'est normal qu'en Pologne, d'embrasser mon enfant si violemment qu'il a une marque de morsure? Je ne pense pas que ce soit une habitude culturelle. Il est donc important de connaître les populations avec lesquelles vous travaillez. Dans les articles 24 et 19 de cette convention, ce sont les éléments qui refigurent dans les objectifs de développement durable des Nations unies.
que les enfants ne doivent pas être victimes d'abus, de négligence ou d'exploitation. Alors, comment identifier ces signes d'abus physiques? Parfois, les enfants se présentent avec des lésions, des blessures, où vous allez constater les traces de ces blessures. Un enfant, par exemple, qui est maltraité va avoir des marques, des bleus, etc. Et l'une des choses les plus importantes pour les repérer, c'est des traces qui sont incohérentes et qui vous permettent de poser le diagnostic. Il est tout aussi important de poser des questions aux enfants, s'ils peuvent parler. Si les auteurs sont présents, bien entendu, c'est difficile. Donc, c'est ce que l'on enseigne en tout cas à Londres, c'est qu'on demande aux parents ou à la personne qui accompagne l'enfant de sortir et d'avoir une consultation seule à seule avec l'enfant. Cela vous donne ainsi l'occasion de demander, de poser les questions. S'il y a une analyse d'urine, par exemple, ils peuvent nous dire s'ils ont peur parce qu'on peut ainsi essayer de les protéger. Et comme je l'ai dit, il y a un équilibre entre la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et certains facteurs culturels. Certaines situations sont certainement hors des contextes culturels. Peut-être vous pouvez vous rendre compte que la mère a un problème de santé mentale, et ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles elle bat son enfant de manière complètement incohérente. Donc, il est important d'identifier les signes, les bleus, les fractures multiples, les traumatismes aux yeux et des traumatismes qui ne peuvent être expliqués par les antécédents. Voici des signes sur les tissus mous, donc pas sur des zones d'articulation. Et là, vous avez des marques de coups de ceinture. Et on sait que parfois c'est accepté dans certains pays, alors que dans beaucoup de pays, c'est interdit et ça a pu avoir des répercussions tout à fait positives sur la santé des enfants. Mais là, est-ce que les enfants ont été punis de manière physique et violente et est-ce que c'était approprié ou est-ce qu'il est la victime de la famille parce que le père est violent, alcoolique. Et je pense que parfois, les entretiens doivent aller au-delà de l'enfant et interroger l'ensemble de la famille. Et ainsi, on peut mettre les enfants sous la protection. Voici une brûlure d'immersion, ce qui montre que c'est plus qu'une punition contre l'enfant pour lui dire qu'il ne fallait pas s'approcher de la plaque de cuisson. Cette définition des violences sexuelles vient de l'OMS et elle inclut le viol, qui est une pénétration forcée, une pénétration vaginale, anale ou orale, et qui peut parfois être induite par l'administration de drogue. Le viol, ce n'est pas uniquement vaginal et ça peut être aussi anal et oral. Et dans certains cas, vous n'allez pas voir effectivement de traces physiques. Pour le test de la virginité, peut-être que cette jeune fille est une vierge et que son hymen était intact, mais en fait, elle a pu être violée par voie anale ou orale. Et là, vous n'aurez pas de signes physiques qui permettraient d'identifier la masturbation forcée, la nudité, faire des enfants les témoins d'un rapport sexuel, la pornographie, les mutilations. Et au Royaume-Uni, on identifie beaucoup en ligne la pornographie infantile. Et récemment, il y a eu un cas où on a vu qu'il y avait un lien avec le Kenya, avec l'arrestation d'un homme qui prenait des photos d'enfants ayant des rapports sexuels. Et il faisait partie d'un réseau de pédophilie internationale. Donc, il faut aussi se préoccuper de ces enfants qui sont victimes de pornographie infantile. On l'a déjà dit et on en reparlera tout à l'heure. Il y a la vulnérabilité face aux abus sexuels et vous êtes tout à fait conscient de ces situations puisque vous savez que ces enfants sont tout à fait vulnérables. L'âge du consentement a été soulevé tout à l'heure dans les questions. L'âge du consentement au rapport sexuel. Et en fait, est-ce que c'est un rapport
avec consentement ou est-ce que c'est un cas d'exploitation sexuelle? Et donc, il faut poser les bonnes questions. Et est-ce que l'enfant vient vous voir avec la personne qui se prétend l'époux, le conjoint qui est en fait en train d'exploiter cet enfant? L'âge de consentement, et c'est l'âge légal où l'on considère que l'enfant peut accepter les rapports sexuels. Et ce qui est important pour vous, c'est que pour chaque pays où vous travaillez, vous savez que l'âge de consentement est différent. Et vous voyez que sur cette carte, on voit de grandes variations qui vont de 11 à 21 ans. C'est 12 ans au Nigeria, par exemple. Donc, il faut le savoir dans les pays où vous êtes présent. Il est important aussi que parfois, le consentement hors mariage n'existe pas. Et du coup, il y a des mariages forcés. Comme nous venons de l'entendre, la prise en charge après l'événement est très importante. Et voici un exemple des soins que nous apportons à l'hôpital où je travaille. Et je sais que vous avez aussi parlé de santé mentale. Il faut pouvoir aussi proposer un dépistage après la première consultation. Maintenant, j'aimerais vous parler brièvement des mutilations génitales des jeunes filles qui comprend toutes les interventions qui implique la suppression partielle ou totale des organes génitaux des femmes ou toute autre lésion qui constitue en fait des crimes contre les jeunes filles et les femmes, alors que c'est une pratique courante dans tous les groupes religieux, chez des chrétiens, des musulmans, chez les juifs et dans les religions animistes également. Et sur cette carte, vous voyez que c'est assez courant dans le sud-est de l'Asie, un fait qui n'a été découvert que récemment et qui a été intégré dans les statistiques mondiales des mutilations génitales et qui a donc fortement augmenté ce pourcentage, non pas parce que la population mondiale augmente, mais parce qu'en fait, on commence à recenser les cas de cette région du monde. Alors, très brièvement pour l'anatomie féminine que vous devez tous connaître, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vais commencer par l'hymen et le mythe de ce test de la virginité. Mais si ce que je peux voir ici, ce sera l'hymen qui est autour de l'orifice. C'est là où se trouve la flèche de la souris. Et toute jeune fille présente cet orifice. Et il est donc peut-être évident pour tous, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Et un jour, un avocat de 30 ans m'a demandé si c'était comme du film plastique et qu'il était brisé au cours du premier rapport sexuel. Qu'est-ce qu'un hymen brisé? Qu'est-ce qu'une rupture d'hymen? C'est pas très connu par les médecins et encore moins par les avocats. Il est assez fréquent de voir des enfants avec une zone de tissu autour de l'orifice. Mais la grande majorité ont une couche très fine au bord de cet orifice. Je suis désolée. Et le dessin sur ce diagramme n'est pas évident. Et en fait, la taille de l'orifice varie. Vous ne pouvez pas utiliser la taille de l'orifice pour savoir s'il y a eu pénétration digitale avec un pénis ou avec un autre ou avec un instrument. Et on regarde le bord. Est-ce que c'est une ligne continue? Est-ce qu'il y a une rupture? Et s'il y a une rupture du bord et s'il y a une lacération, elle résultera d'un rapport sexuel. Et c'est ce que l'on appelle couramment la perte de virginité. Certaines analyses montrent que certaines femmes ont en fait un hymen parfois intact, donc il n'y a pas de diagnostic probant. Et comme je l'ai dit, le viol peut être oral ou anal, et là, vous n'aurez pas de traces. Et en fait, une jeune fille était venue aux consultations, avait suivi un viol anal et elle n'avait pas la connaissance ni les mots pour décrire ce qui lui était arrivé. Les mutilations dont vous avez certainement entendu parler, ces mutilations de type 4 sont les moins invasives. Et vous le voyez, c'est une coupure pour 50% des filles. Notamment dans le sud de l'Asie, il n'y a pas de modification anatomique majeure.
pour le type 2, que l'on trouve surtout en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest. On retire les petites lèvres ou le clitoris et parfois il y a beaucoup de saignements. Et le type 3, ce qui est plus couramment observé, c'est 10% de la population mondiale victime de mutilation et que l'on trouve surtout en Afrique de l'Est. C'est une infibulation, une fermeture complète qui conduit à de très très fortes complications chez les femmes, notamment au moment des accouchements. Maintenant, comment aborder ces cas? Écouter les enfants, ne pas nuire, bien entendu, croire l'enfant. Et parfois, c'est la seule chose que vous pouvez faire et pour l'enfant, c'est la chose la plus importante. Quoi que disent les parents, ils savent que c'est la mère ou c'est le père qui ont battu cet enfant pour X raisons. Et donc, il est important que vous le sachiez et que vous croyiez l'enfant. Je pense que c'est la première chose que vous pouvez faire et c'est déjà beaucoup pour ces enfants. Alors, l'examen, tel que nous le pratiquons à Londres, nous travaillons ici avec une bénévole et c'est sur le site web. Sur notre site web, vous voyez l'URL pour voir lorsqu'il y a une suspicion de mutilation. Comme vous le savez, c'est illégal en Grande-Bretagne. Donc, nous demandons à l'enfant de jouer avec nos spécialistes du jeu. Ici, c'est une analyse d'urine. Donc, toute la consultation, comme nous venons de le dire, et celle du consentement. Là, sa mère est présente. Et puis, vous pouvez aussi, surtout après des cas de violence sexuelle, c'est très important que la jeune fille ou que l'enfant qui a été victime de viol, d'abus, ne se maîtrise plus, ne sait pas ce qui lui arrive. Jouez un peu avec l'échographie pendant 30 secondes, parce que je comprends que vous ayez très peu de temps, mais en tout cas, leur redonner un rôle complet. Parfois, les enfants ne peuvent pas être déshabillés, mais vous pouvez les examiner parce que souvent ils détestent être déshabillés. Vous pouvez les distraire pendant la consultation gynécologique. Et là, elle a demandé à ce que sa mère ne soit pas présente. Et enfin, la personne qui est là avec notre victime consentante, qui est en fait une personne qui a accepté de jouer le jeu pour les photos, est un travailleur social. Et on m'a montré aussi qu'avec une décoration de la salle de consultation dans un local à MSF où une de mes collègues travaillait au Congo. Tout le monde à l'hôpital est venu voir sa salle, était impressionné de voir qu'avec si peu de décoration, vous pouvez rendre le lieu tout à fait confortable pour la consultation. Donc avec très peu de choses, vous pouvez parvenir à de bons résultats. Alors, il y a aussi les jeux qu'on peut avoir sur place, on peut les faire localement, ça dépend où on est. Il y a des choses très simples finalement qu'on peut utiliser pour distraire l'enfant. Et ça montre bien qu'on pense au bien-être de l'enfant. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Eh bien, on peut essayer d'avoir un comportement approprié, demander à vos collègues de l'avoir également, écouter l'enfant et être vraiment proche de l'enfant, à l'écoute de l'enfant. Examiner l'enfant de façon bienveillante. Il y avait une collègue turque qui disait pour faire une prise de sang, il faut juste donner 2-3 claques, comme ça l'enfant ne bouge plus, c'est plus facile. Bon, alors je ne pense pas que ce soit ce que vous fassiez dans votre activité, mais voilà, il faut quand même parfois l'expliquer aux gens, parfois, que ce n'est pas la façon de procéder et parfois ils sont surpris. Donc, il faut expliquer ce qu'on va faire et surtout ne pas nuire parce que c'est très important. Vous savez que dans certains pays, ne pas être vierge, ça peut être mortel. Alors, je vais vous montrer cette dernière diapositive pour que vous ayez à l'esprit les 7 stratégies de la stratégie INSPIRE en anglais. Donc, voilà les choses que vous pouvez faire dans votre relation avec l'enfant. Et de ce que j'ai entendu hier, je pense que vous faites déjà un grand nombre de ces choses et que vous les faites peut-être même sans y penser parce que ça fait partie de votre activité et de vos compétences quotidiennes. Merci beaucoup.
Thank you very much. The next one is Merci beaucoup. Alors, une présentation orale, maintenant, 7 minutes et plus 3 minutes de questions. Et je vais demander aux gens qui posent les questions de se lever et de se présenter. Donc, cette présentation porte sur les survivants de violences sexuelles. Donc, comment identifier les services et les soins à prodiguer. Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de vous parler des violences sexuelles à l'encontre d'enfants et d'adolescents. J'aimerais remercier les conférenciers invités de ce matin et j'aimerais demander à Angie et à Deborah, les remercier d'avoir présenté le sujet. Alors, je m'appelle Meggy, je travaille pour MSF depuis longtemps, conseillère médicale et plus récemment, j'ai décidé de montrer davantage sur la question des violences sexuelles à l'encontre des enfants et des adolescents chez MSF. Cette présentation, vise à sensibiliser les gens à l'importance du rôle que peut jouer le prestataire de soins de santé MSF pour fournir un accès, identifier les patients et fournir des soins de qualité et adaptés à ces patients. Alors, on voit que la prévalence d'abus sexuels contre des enfants dans le monde, c'est 20% pour les filles et 8% chez les garçons. Des travaux de recherche, par exemple de l'OMS, montrent des chiffres similaires. Si on se penche sur les adolescents, la recherche montre également qu'environ 15% des adolescents, des jeunes filles, ont leur première relation sexuelle dans un cadre forcé. Cela peut provoquer des blessures physiques immédiates qui auront des répercussions sur toute leur vie. Et il y a aussi le problème de la répétition de ces violences. Cela peut provoquer des blessures génitales et aussi le risque de grossesse non désirée. Et cela peut aussi provoquer des dégâts sur le plan de la santé mentale. L'anxiété, la dépression, le recours à l'alcool ou aux drogues pour surmonter le traumatisme. Les adolescents peuvent aussi avoir des pensées suicidaires ou faire des tentatives de suicide. Les survivantes peuvent aussi avoir un changement de leur comportement, l'isolement, l'exclusion, faire pipi au lit. Il peut aussi y avoir des difficultés dans leurs relations amicales ou des problèmes à l'école. Et souvent, les familles, les amis se détournent. Et parfois, la jeune fille est forcée, obligée d'épouser l'auteur des sévices sexuels. Les enfants et les adolescents sont très vulnérables lorsque l'on parle de violences sexuelles parce qu'ils dépendent de la personne qui prend soin d'eux. Ils ont confiance en cette personne et ils ont eux-mêmes une capacité limitée à reconnaître qu'ils font l'objet de violences ou à se protéger. Et donc, ce sont des enfants qui peuvent très facilement se soumettre. Les adolescents sont dans une relation qui n'est pas égale et ils sont aussi à une période très vulnérable de leur vie. Dans les contextes dans lesquels MSF travaille, ces deux groupes sont encore plus en situation de risque. Si on pense aux personnes qui sont déplacées en zone de conflit, les enfants non accompagnés ou les foyers qui sont finalement dirigés par des adolescents. Comment identifions-nous les violences sexuelles? Je crois que si on a par exemple un jeune garçon de 15 ans qui vient à la clinique, qui a un saignement de l'anus, n'a pas pu dire qu'il subissait des sévices de la part de son anciennement. La jeune fille de 14 ans qui n'a pas eu ses règles pendant 2 mois, après avoir subi des violences sexuelles de la part d'auteurs multiples. La jeune fille de 9 ans qui a présenté des blessures génitales. Elle était en salle d'urgence, mais elle n'a pas pu dire qu'elle avait été violée par son voisin. La personne de 12 ans qui vient pour demander des contraceptifs, qui a peur d'être enceinte et lorsqu'on lui pose plus de questions, a dit qu'elle a été obligée d'avoir une relation sexuelle par son frère aîné.
Il y a tellement d'obstacles, tellement de choses qui empêchent les gens de révéler ce qui leur est passé, d'établir des liens entre les faits et les conséquences. Les enfants n'ont pas forcément la connaissance nécessaire ni le vocabulaire pour décrire ce qui s'est passé. Il y a aussi le sentiment de culpabilité, la honte. Ils ont parfois le sentiment que c'est de leur faute s'ils ont fait l'objet de violences. Mais il faut savoir qu'il faut leur faire comprendre que ce n'est jamais de leur faute. Il y a aussi la question de la relation avec l'auteur des sévices. Très souvent, les enfants et adolescents sont violés par une personne connue. Ça peut être le père, le frère ou un ami de la famille en qui on a confiance, quelqu'un qui est respecté par les autres membres de la famille. L'auteur des violences peut les avoir menacés de leur faire du mal si elles racontent ce qui s'est passé à qui que ce soit. Donc les patientes ont peur de raconter ce qui s'est passé ou ont peur d'être accusées d'être responsables de ce qui s'est passé. Alors, il faut faire attention à la façon dont on met en place le service. Est-ce que les patients peuvent se sentir en sécurité dans les installations? Est-ce que ces locaux sont adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes enfants? Est-ce que le personnel est capable de mettre en place les conditions nécessaires pour que l'enfant révèle ce qui s'est passé? Souvent, les enfants n'ont pas de symptômes physiques de l'abus. Le rôle des personnels de santé est multiple. Tout d'abord, il faut être conscient des violences sexuelles, être capable de reconnaître différents symptômes, mais aussi être en mesure de mettre en place les conditions nécessaires pour que l'enfant raconte ce qui s'est passé. Il faut fournir des soins à l'enfant, à l'adolescent. Il faut également appuyer les aidants, mais il faut aussi pouvoir évaluer les risques et établir des liens avec d'autres services, tels que le service de protection de l'enfance, en fonction de la situation où on est. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des principes qui soient axés sur les survivants, des services en place avec une formation du personnel. Il faut aussi un modèle de soins qui soit adapté au contexte. Il faut aussi établir des liens avec d'autres services lorsque c'est possible. Et surtout, comme Angie l'a dit, ne pas oublier de sensibiliser les gens au sein de la communauté et établir des liens avec les services formels et informels. Alors, je dois être un peu rapide. Donc, ces principes axés sur les survivants, ils s'appliquent à l'ensemble des survivants. Ils doivent être traités avec respect, avec compassion, avec gentillesse. Ils doivent être bienvenus, non pas jugés. Il faut les rassurer. Ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas qu'on les accuse de ce qui s'est passé. Il faut avoir à l'esprit leur sécurité et leur intérêt. En fonction de leur âge, il faudra peut-être demander un consentement éclairé, à savoir la volonté clairement exprimée de participer et non pas d'être forcé à participer à un entretien ou un examen médical. Il y a aussi la question du respect de la vie privée ou de la confidentialité. Le personnel de santé doit toujours essayer de voir l'enfant seul. Pour ce qui est de la confidentialité, eh bien, il faut la respecter. Ça dépend de l'âge et de la maturité de l'enfant à prendre des décisions. Les modèles de soins, comme Angie l'a dit, il faut les adapter au contexte. Nous avons un modèle intégré que tout le monde connaît bien au sein de MSF et il faut que le personnel, dans les différents services, que ce soit les services d'urgence, pédiatriques ou autres, il faut que le personnel soit bien formé et qu'on ait un système de triage et de cheminement très clair. Et donc, il faut une approche verticale ou semi-verticale. Parce qu'il y a aussi des soutiens disponibles au sein de la clinique, mais aussi ailleurs dans la communauté afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Alors, j'ai presque terminé, plus que 2 diapos. Comme Angie l'a dit, il existe différents mécanismes de soutien, mais également au sein des groupes de travail MSF. Nous avons également des nouvelles recommandations 2019 sur la violence sexuelle. Elles contiennent davantage de renseignements sur ces violences à l'encontre d'enfants, d'adolescents, comment prendre en charge les aidants, comment faire la planification, comment faire les évaluations, etc. Pour conclure, je crois que les personnels de santé ont là la possibilité de sauver des vies. Leur rôle est également de rompre le silence et de permettre à ces personnes de ne plus se sentir isolées, de cesser de souffrir, pour protéger ces enfants et adolescents victimes d'abus sexuels. Merci. I think my time is up, right?
Alors, je crois que j'ai écoulé les 7 minutes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions? I'm Joseph, pediatrician Alors, je m'appelle Joseph, for MSF. je suis pédiatre. Je travaille pour MSF. Thank you for the topic. It's very good for us. Merci. But Ce sujet est strategy très intéressant, is friendly services. mais nous avons besoin d'une stratégie pour mettre en place ces services accueillants et le respect de la vie privée lors du triage, parce que Have a problem of les lits sont partagés et il y a aussi le problème de la traduction, expert and to know the local parce que on ne connaît pas forcément la langue locale. On a besoin de faire appel à quelqu'un, le personnel de ménage par exemple, ou quelqu'un d'autre pour traduire les propos. Et la durée du séjour est très brève à l'hôpital. Donc lorsqu'on commence à établir un lien, eh bien, le patient rentre chez lui et ce lien est rompu. Dans un hôpital normal, il y a plus de 100 consultations et on a moins de 2 secondes pour faire le triage et pour commencer la stabilisation. Merci. Est-ce que je peux faire un bref commentaire sur ce qui a été dit? Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous présenter quelque chose de vraiment simple. Lorsqu'on va à l'aéroport, si on parle de triage, qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'aéroport? Si je vois la file d'attente, eh bien j'attends. Si je vois une ligne, j'attends derrière une ligne. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au triage? On est tous les uns sur les autres, n'est-ce pas? Alors que c'est quelque chose de très simple. Si on peut juste créer un espace de 1 ou 2 mètres pour chaque patient, afin qu'il puisse venir et parler librement et expliquer pourquoi il est venu à la clinique. Eh bien, rien que ça, ça serait une façon très simple déjà. Au projet au Bangladesh, là moi j'y vais depuis 2011, eh bien, ce que l'équipe a fait sur place, ils ont construit une structure en bois très simple. C'est un peu comme une sorte de petite cabine, hein, mais ça permet un triage sûr. Et c'est pas uniquement pour les personnes victimes d'abus sexuels. Je pense que toutes les personnes qui viennent ont toutes besoin d'être dans un espace où elles se sentent en sécurité afin d'expliquer pourquoi ils ou elles sont venus à la clinique. Plus de questions? Bien, merci Maggie. So our next presentation is Merci. La présentation suivante porte sur les violences mentales et la vulnérabilité des mineurs non accompagnés. Je vais demander à Karen Holness de se joindre à nous. Elle est également pédiatre et elle travaille au Royaume-Uni. Vous avez la parole. Thank you and thank you for the invitation. Merci. Merci de m'avoir invité. Donc, cette présentation vise surtout à se pencher sur les causes des abus mentaux et psychologiques à l'encontre d'enfants et de se concentrer sur la vulnérabilité particulière des mineurs non accompagnés. De quelle façon on peut augmenter la résilience de ces enfants? Alors, malheureusement, la plupart des enfants... Alors, chaque enfant qui est déplacé en raison d'une catastrophe fera l'objet de négligence et d'abus d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que les aidants sont souvent très préoccupés. Et il y a aussi ces questions vitales, la vie a changé, les programmes d'éducation sont interrompus pour une certaine période de temps. Et parfois, on ne reconnaît pas les différents risques environnementaux ou on les ignore. Tous les enfants sont vulnérables, mais dans le même temps, ils savent également faire preuve de résilience et ils ont un certain nombre de points forts. Et on le voit lors de catastrophes naturelles ou autres. Et il y en a, par exemple, l'exemple d'enfants au Zimbabwe qui ont été en mesure de conseiller leurs parents sur les risques de choléra et ont pu également leur donner des tablettes assainissantes. Et il faut
Aussi, s'assurer que les adultes donnent les recommandations adéquates à leurs enfants. Parce que les enfants veulent apprendre et ils retiennent les choses. Par exemple, au Népal, eh bien, on avait expliqué aux enfants qu'il fallait se mettre sous le bureau en cas de tremblement de terre. Malheureusement, l'école n'était pas un bâtiment sûr. Les enfants sont allés sur leur bureau et un grand nombre sont décédés. Ça s'est passé également au Japon après le dernier grand tsunami. On a dit aux enfants de s'asseoir à côté de leurs enseignants alors que le tsunami était imminent. Ils auraient dû au contraire partir sur des zones plus élevées et un grand nombre d'enfants sont morts noyés. Les enfants sont plus vulnérables s'ils ont déjà fait l'objet de situations stressantes ou toxiques ou d'abus. Et cela dépend aussi des environnements dans lesquels ils ont vécu par le passé, s'ils ont vécu une catastrophe humaine ou naturelle. Dans certaines communautés, il y a souvent des faits de violence. Ça peut être le trafic d'êtres humains ou le fait que les enfants soient moins protégés. Les enfants qui ont déjà été déplacés ou les enfants qui ont déjà subi certains traumatismes peuvent développer des phobies. Et cela peut les amener à subir des traumatismes mentaux. Alors, un des principaux facteurs, c'est la désorganisation parentale. Si les parents fonctionnent, s'ils arrivent à réconforter leur enfant, eh bien les enfants pourront surmonter mieux toute rupture dans l'environnement, tandis que si les parents subissent mal la situation, eh bien c'est plus difficile pour les enfants. Bien entendu, si il y a une perte du logement, bien cela peut amener un traumatisme chez l'enfant et chez l'adulte. Les facteurs qui peuvent affecter le type de réaction, la réaction mentale ou au stress, eh bien, ça dépend un peu de l'état de l'enfant avant la catastrophe. Est-ce que l'enfant était timide? Est-ce que l'enfant était plutôt réactif? Quel est l'état de développement de l'enfant au moment de la catastrophe? Pendant combien de temps est-ce que sa vie a été interrompue, compliquée? Quels étaient les réseaux sociaux qui étaient existants? Parfois, même en cas de catastrophe, ces réseaux perdurent. Le stress post-traumatique peut avoir des causes multiples. Ça peut concerner les enfants tout comme les adultes. Les traumatismes psychologiques peut être la conséquence d'une catastrophe humaine ou naturelle. Là, on a parlé des violences, notamment des violences sexuelles, et celles-ci peuvent provoquer un stress post-traumatique, mais également des actes médicaux, s'ils ne sont pas faits sous administration d'analgésiques, eh bien, peut aussi provoquer un stress post-traumatique chez les enfants. Alors, parlons un peu du développement des enfants et de ce que les enfants devraient faire à différents âges. Eh bien, les nourrissons, bien entendu, devraient être en lien avec leurs parents et tout ce qu'on peut faire pour créer cet attachement. C'est bon parce qu'il faut donc travailler sur la santé mentale des parents parce que cela aura un impact indirect sur le nourrisson. Des nourrissons stressés seront plus irritables. Ils vont aussi moins dormir, moins sourire et vont se développer moins rapidement. Les jeunes enfants, eh bien là, c'est l'heure de l'autonomie. Ils explorent, ils testent les limites. Et en cas de catastrophe, eh bien, un jeune enfant pourra cesser de parler, il pourra présenter une crainte, une peur, coller les adultes et parfois les parents vont punir les enfants pour ces comportements. Les enfants d'âge préscolaire ont beaucoup d'imagination, ils sont assez égocentriques, ils ne comprennent pas vraiment bien ce qui se passe avec la mort et ils peuvent aussi avoir le sentiment que la personne qui est morte reviendra quoi qu'il arrive. Après une catastrophe, ils pourront avoir des cauchemars ou aussi régresser en termes de développement ou peut-être même se comporter mal, comme on dit. Et souvent, en fait, c'est une mauvaise interprétation faite par les adultes. Ils ne comprennent pas que c'est finalement une réaction au stress. Les enfants âgés de 6 à 12 ans. Là, c'est lorsque les enfants aiment être avec leur père et ils veulent acquérir des compétences, mais leurs réactions peuvent dépendre aussi de leur personnalité intrinsèque. Si l'enfant est plus tourné vers soi-même, il risque peut-être plus de souffrir de dépression, tandis que si c'est un enfant plus extroverti, il risque d'être plus agressif.
les enfants pourront peut-être se retirer des activités normales et parfois certains enfants sont incapables de parler. L'âge suivant, 12 à 18 ans. Donc, on passe vers l'abstrait. Donc, les enfants commencent à avoir des capacités de raisonnement, d'abstraction. C'est plutôt vers l'âge de 16 ans. C'est plus tard, en fait, que ce que pensent les gens. Certains adolescents, sont conscients de leur place dans la société avant la catastrophe, mais après la catastrophe, ils peuvent perdre un peu ces idées. Certains vont prendre plus de responsabilités, d'autres, au contraire, vont vouloir refuser ces responsabilités. Parfois, il est difficile d'établir une distinction entre un traumatisme psychologique résultant d'une catastrophe ou d'une situation préexistante avant la catastrophe. Donc, si la situation s'est stabilisée, ces choses sont plus calmes, mais si l'enfant continue à avoir des manifestations de peur et d'anxiété, peut-être qu'il y avait des violences mentales ou physiques perpétrées par d'autres membres de la famille ou d'autres proches. Donc, il faut faire attention, être vigilant si on entend des propos qui peuvent faire penser à des violences verbales ou autres. Et il faut toujours avoir l'idée de stress post-traumatique à l'esprit. Donc, là où je travaille, nous avons organisé des centres à la journée pour les jeunes enfants, des lieux également où les parents peuvent se reposer lorsqu'ils ont des enfants qui souffrent de handicap. Et nous voulons surtout mettre en place des programmes de sensibilisation qui portent sur le développement des enfants, les soins apportés aux enfants, la réduction du stress et les risques environnementaux. Donc, et c'est important pour les gens qui ne prodiguent pas de soins médicaux, par exemple. Ils peuvent fournir ce genre de services. Alors, souvent, on se dit que c'est un peu comme l'heure d'or dans les urgences. Eh bien là, en termes de santé mentale, c'est un peu comme s'il y avait un mois d'or. C'est la période de temps pendant laquelle il y a plus de chances que les mesures de prévention soient efficaces sur le long terme. Le système PsyStart, c'est un système de triage. Donc, fonctionne de la façon suivante. Il y a une liste et des cases à cocher. Donc, on remet un petit carton qu'on peut garder dans sa poche. Et ce sont des questions qu'on pose à l'enfant, ce qui lui est arrivé. Donc, ce n'est pas un diagnostic de l'état de santé. Il s'agit de vérifier ce qu'il s'est passé, ce que l'enfant a vécu, et si l'enfant présente des problèmes tels que être séparé des parents, s'il dit qu'il envisage de se nuire ou de faire du mal à d'autres, ce sont des sujets qui devraient vraiment préoccuper les adultes et il faudrait les envoyer vers un spécialiste qui pourra faire une évaluation de la santé mentale. Voici un exemple de carton PsyStart. Donc, une autre façon d'évaluer la façon dont se sentent les enfants. Donc ça, c'est un enfant qui a vécu le tsunami en Thaïlande. Les enfants, bien entendu, ne savent pas toujours exprimer leurs sentiments, et ça a déjà été mentionné par les autres intervenants. Et un enfant qui sourit, donc, dans ce cas, a été jugé par un correspondant CNN. Donc là où j'ai pris la photo, c'était sur le terrain. Et le correspondant CNN a dit, voilà, vous voyez, ces enfants, ils sourient, ils savent vraiment gérer la situation, même si l'heure est grave. Et voilà ce qu'avait dessiné l'enfant. Vous voyez, la famille est tout à fait vulnérable, qui est au bord d'un précipice avec une arme pointée vers eux. Donc les enfants, très souvent, ils expriment leurs sentiments au travers de dessins. Donc c'est bien de pouvoir leur donner la possibilité de le faire, si c'est possible. Et il y a d'autres modes d'expression, tels que utiliser de l'argile ou jouer avec des marionnettes, donner à l'enfant la possibilité de jouer une petite scénette, par exemple. Ça dépendra un peu de là où on est, de la culture. Donc là encore, un dessin fait par des enfants victimes du tsunami. Donc Tim Colbert a développé des kits qui sont destinés à aider les enfants qui souffrent de douleurs, d'anxiété, de problèmes de sommeil. Ça a été utilisé en Thaïlande, pour le tsunami ou à Haïti, après le tremblement de terre, entre autres.
Et sur le site web de l'Association pédiatrique nationale, eh bien, vous pouvez télécharger gratuitement ces méthodes. Elles sont faciles à utiliser, faciles à transposer. Et ce kit contient toutes sortes d'éléments qui peuvent vous permettre d'aider les enfants. Vous avez ici un enfant qui a une petite marionnette de ce kit. Voilà des enfants en Thaïlande qui ont reçu ces petits kits de réconfort après les inondations qui ont déplacé des milliers d'enfants. Alors, il y a aussi le programme Retour à la joie, Return to Happiness. Je sais que certains d'entre vous le connaissez. Il a été adapté dans un grand nombre d'endroits dans le monde. Alors, ce qui est vraiment bien avec ce programme, c'est qu'il implique les communautés, y compris les enseignants et d'autres chefs ou personnalités des communautés. Et les enfants aiment beaucoup ce processus. Et tout ce qu'on peut faire pour les rendre plus heureux, joyeux, même pendant l'évaluation, eh bien, c'est bien pour l'enfant. Les stations, eh bien, les différentes personnes qui observent les enfants à ces différents stades vont être en mesure de décider s'il faut évaluer davantage l'enfant ou pas. Donc les livres aussi, là vous avez des dons qui ont été faits aux Philippines après le typhon Yolanda. J'étais un petit peu impliquée dans ce programme. Ici, vous avez des enfants qui ont reçu des livres. Alors, le programme Child to Child a été développé par David Morley en Afrique. Il a été utilisé depuis de nombreuses années. Il s'agit d'enseigner un certain nombre de choses à un enfant qui ensuite les enseigne à d'autres enfants. Ça a été utilisé dans différents contextes réfugiés, notamment dans un camp de réfugiés afghans. Les enfants faisaient des jouets à partir d'objets non utilisés, des anciens téléphones, des morceaux de métal, et faisaient des petits jouets pour leurs jeunes frères et sœurs. Alors aussi mettre en place un lieu qui est adapté aux enfants. Ici, vous avez un exemple en Turquie après un séisme. Et il faisait plutôt froid, comme vous pouvez le voir, alors qu'à l'intérieur de la tente, il faisait chaud. Bon, ce garçon-là préférait jouer dehors, jouer avec les graviers et une planche. Et il avait des problèmes d'ordre mental assez spécifiques. Et la personne qui était avec moi poursuivait le traitement avec ce garçon. Alors, il y a aussi les stress toxiques qui modifient l'architecture du cerveau, notamment au niveau du cortex préfrontal et de l'hippocampe. Donc, il est vraiment important d'avoir cela à l'esprit lorsqu'on parle du développement de l'enfant. Les dégâts au niveau de l'hippocampe. Les principales causes sont bien entendu la malnutrition pendant les 2-3 premières années de vie, le stress toxique chez les enfants d'âge préscolaire, les toxines qui peuvent entraîner des problèmes dans le séquençage, les mathématiques, la plupart des fonctions d'exécution. Et j'aimerais dire que lorsqu'on a des problèmes d'exécution, eh bien, en fait, ces problèmes, on ne les décèle finalement que vers l'âge de 10, 11 ans, et voire 11, 12 ans. Et souvent, c'est trop tard parce que les dégâts au niveau du cerveau ont déjà eu lieu. Alors, beaucoup d'études ont montré quelles étaient les répercussions négatives des traumatismes psychologiques associés aux situations de guerre. Vous avez ici des exemples, par exemple, chez les enfants au Cambodge, en Bosnie. Mais les plus vulnérables, ce sont les mineurs non accompagnés. Ce sont des causes, des raisons qu'on a déjà entendues plusieurs fois et sont plus susceptibles d'être des victimes, d'être victimes de malnutrition, entre autres. Et il y a aussi un grand nombre d'études qui montrent également quels sont les problèmes sur le long terme que vivent les enfants qui ont perdu leurs parents et qui sont donc orphelins. Dans cette étude, la perte des 2 parents a augmenté de façon significative le risque de dépression, mais pas de stress post-traumatique. Ici, les orphelins iraniens, après un séisme, donc les orphelins qui avaient perdu leurs parents, par rapport à ceux qui n'avaient pas perdu leurs parents. Et bien entendu, ils font l'objet de davantage de problèmes psychologiques sur le plus long terme. Ici, vous avez une photo d'enfant que j'ai prise à Goya après l'exode massif du Rwanda. Donc, c'était des mineurs non accompagnés, 10 000 d'entre eux en 3 semaines, du fait des différents mouvements de parents, l'épidémie de choléra. Et
ces enfants, soit ils n'avaient pas de vêtements en fait, soit ils les avaient perdus, soit on le leur avait volés. Beaucoup d'études de suivi sur le Rwanda montrent qu'il y a eu du stress post-traumatique chez ces enfants qui avaient vécu ces catastrophes et qui étaient orphelins. Dans cette étude, on a pu démontrer que ces états de stress post-traumatique étaient plus fréquents chez les enfants scolarisés qui avaient vécu le génocide. On peut littéralement sentir que les enfants vont mieux lorsqu'on on apporte par exemple un ballon de football ou qu'on leur donne la possibilité de pratiquer une activité quelle qu'elle soit, notamment du foot par exemple. J'aimerais évoquer une étude assez ancienne qui remonte à 1988 où 114 enfants qui étaient dans des camps de prisonniers japonais séparés de leurs parents pendant 3 ans. Certains d'entre eux étaient même orphelins, leurs parents avaient été tués. La majorité de ces enfants s'en sont bien sortis en tant qu'adultes, ont mené des vies intéressantes. Les enseignants étaient avec eux dans ce cas. Leur leader spirituel était avec eux. Il y avait des activités récréatives. Les Japonais l'avaient autorisé. Ils étaient mal alimentés, mal nourris. Il y avait une malnutrition après la période préscolaire. Et on sait que la malnutrition peut avoir des effets délétères dans les 3 premières années. Et en fait, leur expérience leur a permis de gagner en confiance. Et voici un ancien prisonnier avec ses petits-enfants dans l'une des cellules 70 ans plus tard, 70 ans après la libération de ce camp de prisonniers. Donc, en synthèse, la prise en charge idéale des mineurs non accompagnés, c'est photographier le plus tôt possible les orphelins de façon à ce que vous ayez des traces visuelles pour voir comment ces enfants grandissent, tenir compte des stades de la croissance et du développement de la personnalité pour organiser l'aide, identifier des parents de substitution, des familles d'accueil, ne pas séparer les fratries, avoir des moments de récréation, des activités culturelles, la scolarisation et suivre ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Et bien entendu, protéger tous les enfants avec les besoins de survie qui doivent être satisfaits le plus vite possible, assurer que tous les volontaires, le personnel, les familles soient conscients des menaces qui pèsent sur ces enfants et photographier les enfants séparés, comme je l'ai dit tout à l'heure, identifier et créer des environnements confortables et accueillants pour ces enfants et restaurer l'activité scolaire le plus vite possible. Qu'en est-il du temps qui m'a été imparti ? Très bien, j'ai terminé. Alors, merci de votre attention. Y a-t-il des questions ? Il y aura des questions plus tard. Maintenant, nous allons écouter la deuxième intervention orale. 7 minutes, plus 3 minutes pour les questions. Il s'agit de décrire les symptômes de santé mentale chez les patients adolescents et pédiatriques à Yei, au Sud-Soudan, après le démarrage du conflit armé en 2016. Et c'est Fabrizio Carucci qui va prendre la parole.
Bonjour à tous, je m'appelle Fabrizio Carlucci, je suis psychologue clinicien et pour l'instant, je travaille en tant que responsable de la santé mentale. Et en 2016, j'étais donc au Soudan. Nous avons donc mené cette recherche qui consiste à décrire les symptômes de santé mentale chez les patients pédiatriques et adolescents à Yei, au Sud-Soudan. C'est une zone caractérisée par un très grand nombre de déplacements de population depuis 2016 et le début du conflit. Même aujourd'hui, la situation à Yei est très compliquée. Actuellement, seule la ville est contrôlée par le gouvernement. La sécurité à l'extérieur de la capitale est très difficile et le conflit se poursuit. Cette zone se caractérise par un pourcentage élevé de population d'enfants et d'adolescents. Les personnes semblent perdues et la violence a eu des effets sur la société à tous les niveaux, a changé les croyances, les habitudes et les attentes quant à l'avenir, a séparé des familles, a créé des cas de solitude, d'isolement et de déplacement. On est passé de 700 000 habitants à environ 120 000 habitants entre 2016 et aujourd'hui. Dans le Sud-Soudan, environ, c'est-à-dire qu'un Soudanais sur 3 est une personne déplacée. Et dans ce contexte, depuis 2016, MSF a apporté des soins de santé mentale dans le cadre d'un paquet d'assistance médicale complet dans les environs de Yei. C'est la zone la plus proche de la population déplacée qui est encore une zone sous contrôle des forces locales. Nous avons analysé la corrélation entre les événements de la vie et les symptômes de santé mentale chez ces patients pédiatriques et adolescents dans le centre géré par MSF. Voici la méthodologie de l'étude. Il s'agit d'une étude rétrospective qui a été menée dans notre clinique qui se trouve à la frontière entre le Sud-Soudan, le Congo et l'Ouganda. Donc une analyse rétrospective qui s'appuie sur les données de routine qui concerne donc la santé mentale de ces enfants, qui comprenait tous les enfants qui venaient en consultation. Les données ont été recueillies entre janvier 2017 et novembre 2018. Il s'agissait donc d'enfants âgés de 1 à 18 ans. Au total, 95 consultations ont été menées et concernaient 134 patients. Comme vous pouvez le constater sur cet histogramme, la définition des événements de la vie telle que définie dans les recommandations de MSF montre qu'il y a deux catégories de causes sous-jacentes. La première catégorie concerne les événements de la vie liés au conflit. La deuxième catégorie concerne les événements de la vie qui ont des effets délétères sur les civils et sur les familles. Ensuite, une cause naturelle et puis des événements de la vie dont la cause est indéfinie. La plupart des événements étaient liés au conflit, ça somme 19 cas d'épisodes qui concernaient 55 patients. Pour la deuxième catégorie, c'était 68 cas, 68 événements, 68 épisodes qui ont concerné 52 patients. Le nombre d'épisodes est supérieur au nombre de patients parce que souvent les patients ont vécu plusieurs épisodes délétères. Sur ce tableau, vous pouvez voir le détail de la prévalence de ces événements. Pour la catégorie la plus prévalente, c'est-à-dire les événements liés au conflit, vous voyez que il y a un pourcentage très élevé d'enfants qui ont perdu un membre de la famille qui est soit porté disparu ou qui a été tué. Cela concernait 26% de ces jeunes patients.
Il y a aussi un pourcentage élevé d'enfants qui ont dû fuir, qui sont donc dans ce qu'on appelle les populations déplacées. Et le pourcentage d'enfants était là de 16%. Un autre pourcentage élevé concerne les enfants qui ont été témoins de tueries, d'événements violents, qui ont vu des cadavres, des morts. Ensuite, il y avait la catégorie d'événements familiaux qui était en prévalence importante. 25% des enfants ont vécu des mauvais traitements. Les enfants victimes de violences sexuelles représentaient 15,7%. Et puis, ceux qui étaient contraints au travail forcé représentaient 9,7% des patients. Les autres causes qui ont été identifiées à partir de nos paramètres étaient ceux qui avaient vu un membre de la famille décédé en raison d'une cause naturelle et puis des handicaps ou des maladies graves. Vous avez ici la synthèse des objectifs principaux de notre recherche qui souligne la corrélation entre les symptômes de troubles de l'anxiété et le lien avec les événements de la famille. On voit que cette corrélation est élevée à 58,5%. Et il y a une corrélation également élevée avec les réactions post-traumatiques liées au conflit, soit 77,8%. L'activation d'un nouveau programme de MSF qui était d'apporter des soutiens aux activités pédiatrie ont permis d'atteindre un pourcentage plus élevé de patients intégrés pour consultation. Nous avons une thérapie de jeu qui a été mise en place pour ces enfants, pour les plus jeunes, des discussions de groupe et puis des sessions de suivi de façon aussi à améliorer les compétences du personnel. Malgré l'augmentation du nombre de points d'accès santé mentale, le nombre d'enfants, un grand nombre d'enfants et d'adolescents n'ont pas accès à ces sites. C'est une difficulté pour nous, une difficulté qui doit être prise en compte. Il y a eu des améliorations observées, session après session, et ceci est quand même assez réconfortant pour nous, compte tenu de l'ampleur de la difficulté de la situation. Questions? Y a-t-il des questions? Thanks so much for the talk. My name's Merci, je m'appelle Sachi, je viens de MSF Australie. J'aurais voulu savoir qui est formé à la thérapie du jeu pour prendre en charge ces enfants. Est-ce que vous faites appel à du personnel local? Comment ça se passe? Le type de service, non. Qui est formé à mener la thérapie par le jeu? Est-ce que ce sont des promoteurs de santé locaux? En Sud-Soudan, c'était très difficile de trouver du personnel qualifié. Donc, nous avons mis en place des programmes de formation de notre personnel, en particulier cet hôpital à Yéyé. On a un travailleur communautaire de santé mentale et à la clinique, nous avons un conseiller et puis, il y a un psychologue qui est là pour former ce personnel pour apporter le soutien santé mentale dont ces enfants ont besoin. OK. Thank you. Merci. Merci Fabrizio. The next oral presentation. L'exposé oral suivant concerne le travail avec les enfants et les adolescents soldats démobilisés, morbidité principale, méthode de prise en charge et difficultés. Sylvia Marquez. Merci. Bonjour à tous. C'est une étude qui a été menée sur le terrain avec l'aide du département médical.
Moi, j'étais responsable des activités santé mentale, pour que vous le sachiez. Alors, pour le contexte, en avril 2016, après une guerre civile continue, il y a eu un accord de paix qui a été signé entre deux groupes armés et le gouvernement, les SPLA et le SNLM. Mais cette paix a été très fragile et en octobre 2017, lorsque la situation s'est un peu calmée, l'UNICEF et la commission DDRC ont travaillé sur le programme d'identification, de vérification, de démobilisation des enfants soldats de ces deux groupes. Et MSF a été invité, ainsi que d'autres ONG, à participer à ce programme de réintégration. Parce que ces organisations se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour la prise en charge de ces enfants démobilisés. On s'attendait à ce qu'environ 1000 enfants soient démobilisés. Voici le plan de démobilisation. Tout d'abord, désarmement et séparation des adultes combattants. Ensuite, on essayait de retracer les liens avec les familles. Si les familles n'étaient pas trouvées, ils étaient pris en charge dans un centre spécialisé. Et si il n'y avait pas de famille retrouvée, ils allaient dans un centre d'accueil où on trouvait une famille d'accueil. Et après, on passait à la phase de réintégration sociale. C'était le plan. Ces 1000 enfants ont été séparés, distingués dans différentes catégories, mais ça ne s'est pas passé exactement comme je l'ai décrit ici. Vous avez ici une analyse descriptive et rétrospective de ce qui s'est passé entre février et octobre 2018. 749 enfants ont en fait été officiellement libérés et 775 ont été identifiés par ce programme DDR, donc désarmement, démobilisation et réintégration. D'autres organisations n'avaient pas le service, elles ont juste libéré les enfants, on leur a donné un certificat et ils étaient pris en charge par d'autres organisations. Nous avons fait un dépistage, des consultations sanitaires pour ces enfants dans le cadre de ce programme en apportant les services médicaux, y compris des soins liés à la violence sexuelle et à la santé mentale. Nous avions une clinique mobile et nous avions également des services de santé pour les populations locales. 86% des enfants ont été retrouvés et ont été aux consultations. Ils étaient pour beaucoup dans la ville principale. Il n'y avait pas de priorité définie et certains vivaient hors de l'État et n'ont pas pu être retrouvés. L'équipe MSF se composait de 3 responsables cliniques, 3 infirmiers, une sage-femme, 3 psychologues expatriés avec 3 interprètes médicaux, 3 conseillers et 10 éducateurs santé communautaires. La plupart des enfants étaient des adolescents en fait âgés de 15 à 17 ans. Le plus jeune avait 10 ans, le plus âgé avait 18 ans et il y avait une majorité de garçons. Lorsque les enfants sont arrivés à la clinique mobile, nous avons d'abord organisé une rencontre avec l'officier clinique. On leur a présenté ce qu'était MSF et les services qui étaient prodigués. Et on a procédé à un examen physique pour identifier tous les signes et les symptômes de violence. Ensuite, nous avons dépisté le palu, la syphilis, le VIH, avec 2 questionnaires aussi pour la santé mentale et la violence sexuelle. Et sur la base de ce qui avait été trouvé, c'était surtout le paludisme qui est endémique dans la région. Nous avons également eu des infections des voies respiratoires qui ont été identifiées. Seuls 4,7% des enfants ont révélé qu'ils avaient été victimes de violences sexuelles. En fait, c'était la sage-femme souvent qui allait leur apporter l'assistance médicale dont ils avaient besoin. Et comme vous pouvez le constater, 30,9% des enfants avaient des symptômes psychologiques
assez graves. C'est donc l'équipe santé mentale qui les a pris en charge. Notre évaluation a montré que la plupart des enfants étaient tristes, avaient des flashbacks, des pensées négatives. On leur a demandé pourquoi ils pensaient expliquer, comment pouvaient-ils expliquer cette tristesse. Et 143 d'entre eux nous ont dit qu'ils pensaient qu'en fait, leur tristesse était liée à ce recrutement forcé et qu'ils avaient été témoins de violences lorsqu'ils étaient dans ces groupes armés, ou victimes de violences physiques, et qu'ils avaient vécu des expériences de combat. Nous avions des conseillers et des psychologues qui posaient le diagnostic, et les syndromes de test de stress post-traumatique étaient les plus prévalents. L'une des grandes difficultés à laquelle nous avons été confrontés dans cette prise en charge, c'est que on ne pouvait pas traiter les problèmes de santé mentale tant qu'on n'avait pas traité les problèmes de santé physique et mentale. Les enfants ne pouvaient pas intégrer la scolarisation parce que la scolarité est chère. Souvent, ces enfants ont été victimes d'abus domestiques, et en termes de protection, on savait qu'il y avait des menaces de re-recrutement, et 9 d'entre eux étaient victimes de rejet par les communautés. Ils ont donc été orientés vers d'autres acteurs sans résultat pour autant satisfaisant. Nous avons appris à MSF qu'il faut coordonner de manière active et opérer un plaidoyer pour la prise en charge de ces enfants. Et il faut que la prise en charge soit holistique, sur le plan médical et santé mentale. Et étant donné cette approche multidisciplinaire, il nous faut des outils de recueil de données et de dépistage plus pointus. Donc, de grands besoins en termes de santé mentale et de soins médicaux chez ces enfants démobilisés. L'intervention d'MSF a été bien acceptée par les populations locales. Néanmoins, quelques difficultés liées aux services que les autres acteurs devaient apporter. Il y avait aussi un manque d'expérience de la part d'MSF pour travailler avec ces enfants démobilisés. Il y avait le rejet de la part des populations, le stigmatisme dont souffraient ces enfants, et puis le contexte qui était peu stable. Et je dois dire que les soins médicaux sont très importants, mais ils ne sont pas suffisants pour ces enfants démobilisés. Il faut travailler avec d'autres acteurs pour leur apporter la meilleure prise en charge possible. Merci. Questions? Y a-t-il des questions? Carolee, je suis conseiller nutrition MSF. Merci pour cet exposé. Lorsque tu dis que la réponse n'était pas satisfaisante, comment vous l'avez évalué en fait? Pour 2 à 3 des cas que nous avons recommandés, on n'a pas eu de retour. La plupart du cas, on nous disait on n'a pas trouvé l'enfant. Cet enfant n'est pas dans notre base de données, donc il n'est pas intégré dans nos programmes. Ils nous disaient que l'enfant on leur avait envoyé n'existait pas, qu'ils ne l'avaient pas vu, qu'il n'avait pas été reçu. Il semble que tout le monde veuille aller à la pause café. Ah non, il y a quand même une question. Merci beaucoup. Vous avez posé la question de la fiabilité des autres partenaires. À votre avis, est-ce que votre programme aurait mieux tourné sans ces autres partenaires? Je pense à la relation avec les partenaires. Je répète ma question. Et quand il y a, en l'absence de partenaires, à votre avis, comment auriez-vous pu agir? Il faut s'appuyer sur les réseaux locaux.
Comme les autres intervenants l'ont dit tout à l'heure, il s'agit de qu'ils retournent dans leur famille, qu'ils soient de nouveau scolarisés. On est dans une zone qui se remet d'un conflit et on n'est pas spécialisé dans la réhabilitation post-conflit. Donc, il faut qu'on travaille davantage avec les partenaires et les institutions locales pour que les besoins des enfants soient satisfaits. Bonjour, je viens de France. Moi, j'ai une question plus générale pour lier ceci à l'exposé de Deborah Hodes qui nous a parlé des mutilations génitales chez les femmes, qui est un sujet qui est peu abordé dans les programmes MSF. J'aimerais savoir quelle a été l'attitude de vos équipes lorsqu'elles ont été confrontées à de tels cas. Et qu'en était-il des familles? Est-ce que vous aviez un travail de plaidoyer? Quelle attitude avez-vous adoptée face à ce problème? Je me demande si cette question devrait plutôt être posée tout à l'heure au moment de la table ronde, parce que je ne pense pas que ça concerne directement le programme qui vient d'être évoqué. Ceci dit, je pense qu'il est temps maintenant d'aller à la pause café. Merci. 11 heures, on reprend à 11 heures. N'oubliez pas d'aller regarder les posters également.